c'était la dernière présentation de cet après-midi. Donc, vous l'avez déjà vu avec Mathieu juste avant. Ce matin, on était sur le théorique. Pour c'est vraiment, depuis le retour du Covid, c'est vraiment un plan de formation qu'on a adopté. C'est-à-dire que le matin, on pose le théorique et les bases fondamentales, en fait, de ce qu'on appuie. C'est important de s'appuyer sur quelque chose de scientifique. Et l'après-midi, pour soulager un peu les esprits et pour voir une réalité de terrain, on part toujours sur du pratique. Donc, on a eu Mathieu, et je le remercie, qui nous a accompagnés sur le hockey. Et donc, je vais laisser la parole à Arnaud. Et donc, Arnaud, on l'a choisi pour deux raisons. La première raison, c'est que Arnaud, il vient du basket, donc il a une fédération olympique, qui est toujours très intéressant de voir ce qui se passe dans les fédérations olympiques. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, Arnaud, c'est un entraîneur, il va vous expliquer, mais il a décidé de se former en préparation mentale. Il s'est pas devenu le préparateur mental de ses sportives, mais il s'est quand même dit, si je veux aller au bout du process et bien comprendre comment ça fonctionne, il faudrait peut-être que moi je me forme un minimum. Et j'ai trouvé sa démarche très intéressante. Et donc voilà pourquoi notre choix s'est porté sur lui. Donc je lui laisse la parole et écoutez, bonne dernière intervention. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai l'insigne honneur de terminer les interventions de la journée et aussi le douloureux challenge d'essayer de vous garder éveillés après une journée qui, j'imagine, a été dense à tous les niveaux. Alors en parlant, en essayant de peaufiner l'intervention, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse quelque chose de plutôt dynamique entre guillemets et pas forcément foncièrement théorique ou autre. Donc je vais essayer de vous proposer une intervention, on va dire philosophico, technico-pédagogico, managérial, voilà. Enfin bref, je vais essayer de vous faire un petit frichti de pas mal de choses. Je vais essayer de poser simplement le cadre de l'intervention. La première autorisation que vous avez, c'est celle de m'interrompre à n'importe quel moment. Pour soit réagir, être interpellé, m'interpeller, poser des questions, apporter un contenu, peu importe. Donc en fait, la parole est libre. Voilà, on a une heure devant nous, il n'y a pas de problème autour de ça. La deuxième chose, si vous avez mal au coccyx, aux fesses ou à une autre partie du corps, n'hésitez pas à vous lever, à faire des petites circonvolutions du bassin ou autre, juste sans déranger les autres personnes, mais il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis, on va y aller. Alors, moi, je vais me présenter d'abord. Qui suis-je? Alors, oui, des fois, je porte le costard, ça arrive. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Arnaud Gupillotte, j'ai 49 ans, je suis originaire des Vosges, une petite dédicace au DTN. Mais ça a sa petite importance quand même. J'ai fait une filière STAPS avec depuis du départ il y a pas longtemps, puisque je viens de valider il y a 1 mois et demi, 2 mois un master de management. Voilà, une filière STAPS. Je suis entraîneur national de basket depuis 2008. Donc je m'occupe ici du pôle France Basket qui est juste de l'autre côté du stade d'athlétisme couvert et des équipes de France jeunes féminines depuis aussi 2008. J'ai mis un palmarès, c'est pas pour me faire mousser, c'est pour deux raisons. Un, apporter une forme de caution, on va dire, de résultats, puisque la performance, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans les médias, si on gagne pas, j'ai vu Mathieu tout à l'heure qui disait loser avec un signe, voilà, c'est pas très pertinent, mais aussi pour une deuxième raison qu'on va aborder plus tard. Donc, depuis 2008, voilà, j'ai eu la chance d'avoir 4 médailles d'or en championnat d'Europe, 2 médailles d'or sur le FOJ. Alors pour ceux qui connaissent pas, le FOJ c'est le Festival olympique de la jeunesse, c'est la partie olympique de mon travail. 2 médailles d'argent en Coupe du Monde, 4 médailles d'argent au championnat d'Europe et 3 médailles de bronze au championnat d'Europe entre des moins de 16, des moins de 17, des moins de 18, des moins de 19 ou des moins de 20. Je voyage un peu sur toutes les catégories en fonction des années. Voilà. Donc, ça, c'est qui je suis. Alors, je suis beaucoup plus que ça et beaucoup moins que ça. Mais il y a aussi qui ne suis-je pas. Voilà. Donc, la première chose, comme vous pouvez le constater par mon gabarit impressionnant de basketteur, quand je suis présenté comme entraîneur de basket, ça peut surprendre. J'imagine que vous attendiez à voir un gabarit d'1m98 au moins arrivé. Je suis plutôt comme, je vais un petit peu me faire mousser Dupont. Je suis plutôt du gabarit de Dupont au rugby. Voilà. Oui, parce que je ne suis pas basketteur du tout. Donc j'ai une singularité, c'est que je ne viens pas du monde du basket. J'étais un meilleur tennisman que je n'ai été basketteur dans ma toute petite carrière de 8 ans. J'étais athlète, j'étais tennisman.
Je devais aller au Pôle France de Poitiers quand j'étais très jeune. Voilà, donc j'ai joué en département, en région, au basket. Waouh, ça parle. Donc ça pose le personnage. Voilà, je suis un entraîneur qui n'a pas bénéficié, j'ai mis bénéficiant, non, qui n'a pas bénéficié d'expérience, d'un réseau ou d'une connaissance de l'écosystème. J'ai tout découvert à 18 ans. Je vais vous raconter ça un petit peu après. Je suis pas un athlète hors norme. Là, encore une fois, vous pouvez le constater. J'étais bon dans tous les sports, mais comme une grande majorité de personnes aimant le sport. Et je ne suis pas un préparateur mental. Voilà. Donc, je ne suis pas tout ça. C'est important de savoir qui on est et qui on n'est pas, parce que dans mon histoire, et c'est là où je vais essayer de vous emmener un petit peu, j'ai une histoire qui est à la fois singulière, mais on va dire pas autant singulière que je voudrais, qui a été guidée par deux choses. Et je vais essayer un petit peu de vous expliquer pourquoi j'ai eu une fibre autour de la préparation mentale tout au long de ma carrière, et encore maintenant, et encore plus maintenant, je devrais dire. Et puis derrière, comment je l'intègre un petit peu à ma manière, en toute humilité, puisque je ne suis pas un préparateur mental, autour de deux concepts que j'ai essayé de résumer dans deux petites citations. Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Et l'intuition, c'est une idée qui voyage plus vite que les autres. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a guidé en permanence dans ma vie d'homme et dans ma vie d'entraîneur. Le hasard, c'est quoi? J'ai toujours cru au hasard en disant, allez, à 18, 19, 20 ans, 21 ans, quand on est un jeune adulte, on estime, on se dit, ah, si c'est ça, allez, si ça tombe sur moi, si j'ai eu la chance d'avoir rencontré cette personne-là, c'est que ça devait se faire, c'est du pur hasard, c'est une opportunité. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de hasard, il y a que des choses que l'on fait, peut-être que l'on attire. On parle de la loi de l'attraction dans les milieux de la préparation, des développements personnels. Je vais pas aller dans ce terrain-là, j'y crois pas, peu importe. Mais en tout cas, j'ai eu la chance, à 18 ans, en signant ma première licence à Certigny, dans un tout petit club de la Vosges, voilà, d'avoir un président de club qui, au moment de ma signature, moi j'ai toujours adoré le basket, mais je suis originaire d'un village de 49 habitants, enfin 72 à l'époque, et après il y a eu une petite déperdition, il n'y a pas eu un remplacement générationnel. Et donc mes parents qui avaient une belle situation socio-professionnelle, eux ils étaient pris par leur boulot de 7 heures du matin à 22 heures. Donc m'emmener à l'âge de 7, 8, 9, 10, quand on commence à faire du sport à un club qui a 15, 20 bornes de son lieu d'habitation, c'était pas possible. Donc j'ai fait du tennis parce que c'était à 6 km et je pouvais y aller en vélo à l'âge de 6 ans. Et oui, on fait partie des générations où les parents vous laissaient voyager et faire plein de trucs, alors que maintenant, on peut plus faire un pas sans avoir un GPS dans la poche. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé le basket à 18 ans. J'ai toujours aimé, mais je ne pouvais pas en faire. Et puis je suis une licence parce que dans les Vosges, bah, il fait froid l'hiver, encore plus qu'ici, hein, comme les hivers à moins 30 degrés, hein, c'était sibérien. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire, maintenant que j'ai le permis de conduire, du basket dans un club. Donc, j'arrive dans un club, et le président, le hasard, je pensais que c'était du hasard, me dit, tu fais quoi dans la vie? Bah, je dis, je rentre en STAPS. Et ben, il me dit, tu vas entraîner. J'y connais rien. Bah, t'apprendras. Bon. Et à partir de là, ma carrière s'est lancée sans que je le sache. Et l'intuition, je dis, c'est une idée qui va plus vite que les autres. Pourquoi? Parce que j'ai adoré ça. J'étais comme Obélix qui tombait dans la marmite. J'ai adoré cette activité d'entraîneur. J'étais nul, mais vraiment nul. Hein. Voilà. Je faisais mes études à Nancy. Il y avait un club professionnel. Pendant 2, 3, 4 années, je suis allé voir tous les entraînements du centre de formation, des pros. Et j'ai quand même une qualité dans tout ça, c'est que je suis curieux et que je me suis dédouané de tout sentiment de paraître imbécile aux yeux des autres. Hein, on arrive déjà dans la préparation mentale, mais je ne le savais pas encore à l'époque. Et mon estime de moi n'était pas du tout liée à ma méconnaissance ou à mon incompétence notoire dans mon cercle d'entraînement, dans mon activité d'entraîneur. Donc je suis allé poser des questions. Et puis j'ai rencontré des gens. C'est pas du hasard, finalement, c'était une opportunité que je me suis créée sans le savoir. Et puis bah Sylvain Lautier, Dubuisson, des gens que j'ai croisés, que j'ai rencontrés. Ils ont dû voir en moi peut-être quelque chose, bah voilà, la curiosité, on va dire, spontanée, authentique. Et puis ils m'ont accompagné. Et tout mon chemin d'entraîneur, j'ai été accompagné, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont accompagné pour mieux me former et avoir surtout une vitesse de formation rapide là-dessus. Le deuxième avantage que j'ai, c'est que je pars d'une feuille blanche. Et c'est important.
je pars d'une feuille blanche, j'ai pas eu d'influence d'un entraîneur que j'aurais eu entre 8 ans et 18 ans ou 20 ans, qui m'aurait imposé une façon de voir le basket ou d'entraîner le basket. Moi, je suis arrivé, j'y connaissais rien, mais en fait, tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qui m'empêche de? Et en fait, cette page blanche, eh ben, j'y ai écrit au début par l'intuition. C'est-à-dire, allez, je sens le truc, pas l'œil du maquillon, parce que je n'avais pas d'expérience. L'œil du maquillon, c'est quand même de l'expérience. Mais je me sentais un truc, et je me suis dit, bah allez, si je défends des valeurs humanistes, d'authenticité, de spontanéité, de respect des gens que j'entraîne, je vais aller dans cette direction-là, ça me paraît bien, ça correspond à ce que je suis, voilà, et je vais y aller. Et puis je me suis lancé comme ça, où l'intuition m'a guidé dans tous mes choix, qu'ils soient pédagogiques, didactiques, stratégiques, managériaux. Alors je ne savais pas que je faisais du management à l'époque. La préparation mentale, bah finalement, on est tous préparateurs mentaux, même si on n'est pas formé, puisque dès qu'on a un acte d'enseignement, un acte de communication avec quelqu'un, on fait de la préparation mentale. On agit sur l'estime de soi, sur les ancrages positifs ou négatifs. Alors on fait une préparation mentale positive ou des fois négative. Donc voilà, et puis bon an, mal an, je sors de la fac, prof de PS, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'y être, et je me dis, bah, qu'est-ce qui m'empêche de tenter ma chance, maintenant que j'ai validé quelques diplômes d'entraîneur jusqu'au BE1, à l'époque, hein, c'est le DE maintenant, bah, je me suis dit, allez, qu'est-ce qui m'empêche finalement de tenter mon expérience dans un milieu que j'aime, en fait, dans une activité que j'aime. Est-ce que je suis bon? J'en sais rien, on verra plus tard. En tout cas, je vais y aller. J'ai envoyé 120 CV à travers la France. Qu'on appelle ça, c'est les CV. J'ai pas répondu à l'annonce, c'est les CV spontanés. Voilà, des candidatures spontanées. J'ai eu, à ma grande surprise, 60 réponses positives partout dans la France. Alors des trucs bien, des trucs moins bien et compagnie. Puis je suis allé dans une structure et j'ai commencé ma carrière comme ça. Et je me suis dit, je me donne jusqu'à l'âge de 30 ans pour avoir une situation à peu près stable, si on peut appeler ça une situation stable dans le milieu sportif de l'entraînement, pour pouvoir peut-être fonder une famille et pouvoir être support quand même de famille, parce que mine de rien, euh, c'est une responsabilité que je voulais ne pas faire subir aux autres. Et puis, bah voilà, 1 année, 2 années dans un club. Et puis, mon papa basket, encore une fois, le hasard, celui qui m'a formé depuis mes débuts, depuis mes 18 ans, me dit, mais passe le concours de prof de sport, ministère des Sports. Tu peux être CTS, ça peut être sympa. Et comme par hasard, bah, le concours que je n'avais pas préparé et je m'étais inscrit au dernier moment, bah, qu'est-ce que c'est? C'est mes 2 sujets de mémoire que j'ai passés en STAPS et qui tombent. Donc voilà, donc le hasard fait bien les choses. Donc en fait, ouais, je me dis, bah, finalement, c'était un signe du destin qui me pousse à peut-être aller là-dedans. Donc j'ai gagné le prof de sport. Je suis à Besançon pendant 4 ans, CTS de la Franche-Comté, du développement basket, de pôle espoir, sélection régionale et tout ça. Et là, je rencontre en Franche-Comté, ben, je suis le moins compétent de tous les entraîneurs de l'équipe technique régionale, puisque je dois avoir 25-26 ans à l'époque, le plus jeune CTS à l'époque de France en basket, pas d'expérience de joueur, en formation encore, mais ça fait que 8 ans que je prends. Donc, il y avait 2 solutions. Soit mon statut, je le mettais au-dessus des compétences des autres, soit mon statut, je le mettais au rencard et je continuais à me mettre dans une démarche d'apprenant. Et j'ai rencontré Eric Lehmann, qui était un grand entraîneur de l'époque, franc-comtois, pro et compagnie, avec qui j'ai bossé. Et lui il était juste là pour passer 1 année ou 2, parce qu'il était au chômage, il était viré d'un club du Paris Basket, je crois. Et puis, voilà, avec un gros CV, entraîneur d'équipe de France. Et je lui ai dit d'entrée de jeu, je lui ai dit, écoute Eric, je suis ton supérieur fonctionnel, mais en fait, je suis ton inférieur, comment on appelle ça, de compétences, quoi. Donc, je veux apprendre. Je veux apprendre, et donc, tu vas m'apprendre. Voilà. Donc, j'ai appris le métier avec encore des gens, et où j'ai mis mon ego de côté. Encore une fois, préparation mentale. L'ego, est-ce qu'on est égotique, autocentré, égocentré, ou est-ce que l'ego le met au service on va dire, du collectif? Et tout ça, bah, je l'ai découvert, je l'ai intégré. Et puis finalement, bah, comme des bonnes choses positives arrivaient, que ce soit dans les résultats, la façon de fonctionner, le contentement des structures, hein, les comités départementaux, la ligue, tout ça, ça semblait bien se passer. J'étais à leur disposition sans être un esclave. J'étais disponible sans pouvoir non plus recevoir des appels à 3 heures du matin. Et j'apprenais, et ça a été bien accueilli. Et je me suis aperçu que finalement, il n'y a pas de questions cons. Il y a que les questions cons, c'est simplement celles qu'on ne pose pas dans son ignorance. Donc, encore une fois, bah voilà, je poursuis mon chemin.
Et puis, je suis nommé au Pôle France, après une petite escapade lyonnaise. Et là, j'ai la charge des équipes de France. Et là, autant les sélections régionales, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Je veux dire, c'est des enjeux de détection, pas plus que ça. Et là, on me demande de faire de la perf avec l'élite du basket féminin français en U16 et compagnie. Et là, j'ai un petit coup de pression quand même parce que est-ce que je serais capable de... Bon, je me suis dit, écoute, c'est juste jusqu'à présent, ma façon de faire a fonctionné, donc je vais continuer un petit peu. Bien sûr, année après année, on gagne un peu en compétences et en expérience. Et puis, je suis parti. Et c'est pour ça que le palmarès du début, en fait, il est intéressant que si on l'analyse. En 2008, ma première équipe nationale, on fait médaille de bronze. En 2009, on fait médaille de bronze en U16. En 2010, on fait vice-championne du monde avec avec la même génération. En U17. En 2011, vice-champion d'Europe avec des U18. 2012, c'est un petit peu floppé, on fait cinquième. En 2013, vice-champion d'Europe. En 2014, vice-champion d'Europe. En 2015, vice-champion d'Europe. À l'époque, on n'était pas la Fédération française de basket qui était dominante en Europe. Il y avait l'Espagne, la Russie, l'Italie, la Grèce, la Turquie qui étaient un peu devant nous. Et faire top 4, c'était déjà très bien pour nous. C'était nos objectifs fédéraux assignés. Donc vous imaginez bien que tout le monde a de l'ego, et mon ego à moi, qui était fragilisé par mon sentiment de culpabilité, comme le syndrome de l'imposteur, que j'ai dû lutter, préparation mentale à nouveau, j'étais rassuré par ma direction qui me disait « Arnaud, c'est extraordinaire ce que tu fais. Là, ça fait en 7 campagnes, 6 médailles, personne n'a jamais fait ça. Extraordinaire. » Sauf que en 2012, 2013, 2014, 2015, je me dis il y a quand même un truc qui manque, il n'y a pas de titre, quoi. C'est-à-dire que si on est dans la performance, il faut aller chercher des titres. C'est bien de faire deuxième, c'est pas si mal que ça, mais pas si mal que ça. Il y a une négation, c'est pareil, préparation mentale. L'esprit humain n'aime pas la négation. Donc qu'est-ce qui manque? Et là en 2015, je décide de faire une coupure, de me poser, non pas tout seul. Après, j'étais tout seul, mais au début, pas tout seul, avec tous mes collaborateurs, tous mes staffs que j'ai eu avant. Et je leur ai dit, on se fait une bonne bouffe à la maison, vous restez pendant 2 jours. Et là, par contre, pendant 2 jours, je vous écoute sur ce qui va pas, de votre point de vue, sur le management, sur la technique, la stratégie, tout ce qui nous a manqué et tout ce qui m'a manqué en tant qu'entraîneur-manager pour atteindre cette dernière marche d'être une médaille d'or et non plus se contenter d'un strapontin sur le podium et compagnie. Parce que je n'étais pas satisfait, même si la Fédé semblait l'être. Et pendant 1 an, donc j'aurais dit, mais sans phare, vous enlevez les boucliers, je suis prêt à recevoir tout, les bonnes, les moins bonnes et les mauvaises choses, allons-y. Et pendant 2 jours, ils m'ont assaisonné, et je les en remercie, ils m'ont assaisonné en disant, si je me rappelle bien, là t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, là ça a bugué, là on a eu ce sentiment-là, et compagnie. Et bien, qu'est-ce qui est ressorti? Il y avait 2 choses. C'était pas la stratégie, c'était pas les aspects techniques, c'était une incohérence managériale, par moment, notamment quand on est arrivé en demi-finale, où le travail et les process qu'on avait mis en place disparaissaient au profit d'un relâchement, parce que oui, quand on gagne une demi-finale, on est sûr d'avoir une médaille. Donc finalement, l'étape pour avoir la médaille, c'est le surplus, entre guillemets, l'anticipation de ce jour-là. Et deuxième chose, il y a des joueuses qui ont été frustrées, on n'a pas géré leur capacité à se transcender sur le jour de finale. Voilà, grosso modo, il y avait plein d'autres choses, je vous le fais en cours. Et là, je me suis dit, c'est une bonne truc, donc je suis allé sonder les joueuses. Je suis allé voir, je suis allé récupérer toutes les joueuses. J'aurais demandé, dans tes souvenirs, qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait? Dit, tu vois, là, j'avais peur, là, j'avais l'appréhension, ou au contraire, on s'est désunis, on était content d'être là. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui sont sorties de la part des joueuses. J'ai tout noté. Et toute la saison, de septembre à mai, après on va dire, ce travail sur moi, entre guillemets, je me suis dit, maintenant, on va bosser, quoi. On va bosser et on va passer une saison à tout mettre à plat. Donc, je suis allé voir plein de monde. Claude Onesta, Constantini, Tilly, les entraîneurs des équipes de France seniors. Je suis allé voir, après, ça me suffisait pas. Donc, je suis allé voir des entraîneurs d'athlètes, des sports individuels. Je suis allé voir, après, ça me suffisait pas. Il y avait des trucs qui me manquaient. Je suis allé voir des patrons d'entreprise. Je suis dans le milieu de l'entreprise. Et pendant 6 mois, je me suis auto-formé d'une manière totalement autodidacte
voilà, où j'ai pris bien sûr des podcasts. Je suis allé voyager en Europe avec la petite voiture dans mes jours de congé ou de récup pour aller voir des colloques, plein de trucs, poser plein de questions à tous les gens qui pouvaient potentiellement m'apporter quelque chose sur mes manques, mes fragilités. Et cette année-là, elle a été vraiment salvatrice puisque au mois d'avril-mai, avant ma future campagne internationale, puisque c'est tous les étés où on a un championnat d'Europe ou du monde, je me suis dit maintenant tu vas faire mariner ça dans ta tête, tu vas poser tous tes cahiers, tes prises de notes et tout ça, tu vas laisser faire parce que c'est bien beau d'apprendre quelque chose des autres, mais si on se l'approprie pas, si on l'intègre pas à ce qu'on est, ça vaut rien. Et donc à partir de là, j'ai laissé mariner. Et en fait, j'ai essayé de laisser les gouttes de la substantifique moelle couler dans le petit réceptacle, le petit bol de ma conviction de ce que j'étais. Et j'en ai pondu un modèle de management à moi, le mien. Mais bien sûr, pas celui que j'ai inventé, celui où j'ai pris une idée de là, une idée de là, là. Ah, il y a de la préparation mentale. Ah, il y a un truc sur le management d'entreprise. Ah, il y a un truc. Ça me correspond. Ça correspond à ma personnalité. Ça correspond à qui je suis. Et en marge de tout ça, j'ai divorcé. Fini. C'est fini. Non. Merci. Non, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Alors, mon ex-femme, on est très potes, vous inquiétez pas. C'était son anniversaire la semaine dernière où j'y étais. Elle me dit, c'est la plus belle des choses qui nous soit arrivée à tous les deux. Donc, voilà. Et en fait, moi, dans ma vie, ça m'a permis, en fait, je divorce en 2013-2014. Et rapidement après le divorce, quasi en même temps que ma réévolution en tant qu'entraîneur, je me dis, je vais aller voir un psy. J'allais voir un psy. Au début, c'était pas pour moi, c'était pour mes enfants. Je me suis dit, je divorce, les enfants, ils sont pour rien. Je vais aller voir un psy pour ne pas faire les conneries que certains couples divorcés font, de mettre les enfants au milieu d'une bataille ou de choses comme ça. Et puis, au bout de 2 séances, la psy m'a dit, on va arrêter de parler de vos enfants, on va parler de vous maintenant. Et donc là, j'ai mis le petit doigt dans l'engrenage de la préparation mentale dans sa globalité. Parce que la psychologie, la préparation mentale, on n'est pas loin. Il y a des frontières, mais il y a aussi des ponts. Et là, j'ai fait 6 mois avec une psy. Elle a déménagé. Ça m'énervait. Parce que ça me manquait. J'apprenais sur moi, j'apprenais beaucoup de choses sur moi. Et puis 2 ans plus tard, je regarde un épisode de Sex and the City. Et là, ils arrêtaient pas de parler de t'as vu ton psychothérapeute. Et je me dis, c'est quoi un psychothérapeute au final? Je tape sur Internet, Google, psy, différence, psychothérapeute, et je trouve que c'est intéressant. Je me mets en quête d'une psychothérapeute à côté de l'INSEP à Joinville, là-bas. J'en trouve une, et puis j'ai fait 8 mois de psychothérapie. J'ai dû arrêter pour cause financière, parce qu'un divorce, ça coûte cher. Et c'était cher, la séance de psychothérapie. Mais c'était extraordinaire en termes de rebours. Et j'engage, c'est une invitation que je fais tout le temps à tout le monde, de le faire. C'est douloureux parfois, des fois c'est pas simple, mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien au final. Et puis, je fais ça. Donc j'arrête pour des raisons, cette fois-ci, financières. Et puis, encore une fois, en parallèle, j'avance dans mon parcours d'entraîneur, j'intègre la préparation mentale qui est à la fois héritée de ce diagnostic que j'ai fait d'une formation autodidacte et de mes séances avec psychothérapeute et compagnie, où je réintègre des choses que j'apprenais sur moi, si ça marche sur moi, pourquoi ça marcherait pas sur les autres? Et donc, à partir de là, j'intègre la préparation mentale d'une manière un peu subtile, parce que, encore une fois, il faut savoir qui on n'est pas, quoi. Et je suis pas préparateur mental. Donc, et je vois qu'il y a quand même quelques petits effets sympas sur la gestion du stress, les déclencheurs, les trucs très courants. Et puis, encore une fois, 2 ans plus tard, je me dis, je vais à la Fédé, je leur demande des formations, d'intégrer des formations en management ou en préparation mentale. Pour une raison que j'ignore, ils m'ont dit non. Et donc, je me suis dit, merde, moi qui veux me former, comment je fais? Donc, je me suis dit, écoute, on va continuer. Je vais prendre cette fois-ci une coach en développement personnel. Et donc, pendant 1 an et demi, toutes les semaines, j'avais 2 heures de travail sur moi. C'était une coach qui était manager de manager, hypnothérapeute, psychothérapeute, psy pour enfants, enfin, elle a une multicasquette. Et pendant 1 an et demi, j'ai travaillé avec elle sur moi. Parce que pour bien manager, pour bien comprendre l'intérêt du mental, j'ai envie de dire, dans sa globalité, dans une performance, c'est d'abord être aligné avec soi-même. Et c'est pareil, des fois, j'ai des jeunes préparateurs mentaux qui viennent en stage avec nous 1 semaine, 2 semaines, je leur dis, faites gaffe quand même,
parce que l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes dynamique, vous êtes des universitaires. Le désavantage que vous avez quasi pas d'expérience de vie et vous avez beaucoup de représentations de certaines choses qui vont être modifiées au fur et à mesure de votre parcours de vie. Donc l'alignement, c'est une quête perpétuelle. Et donc voilà, j'ai travaillé sur cet alignement de moi pour être meilleur entraîneur et d'intégrer pas mal de choses qui n'ont pas trait ni à la technique, ni à la stratégie offensive, la tactique offensive et compagnie, puisque finalement, avec Internet, on tape sur Google, quelqu'un qui est motivé peut s'entraîner quasi tout seul. Là-dessus, c'est plus ça qui fait la différence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Très rapidement, 2015, je vous dis, c'est l'année de la révolution. 2016, on est champion d'Europe. 2017, on est champion d'Europe. 2018, on est vice-champion du monde. Alors après, il y a eu le Covid qui est arrivé. Il y a eu un petit bug de 2 ans là-dessus. Et après, 2021, 2022, 2022, 2023, enfin bref, champion d'Europe, champion d'Europe. Donc au final, quand je fais l'analyse de mon parcours et du palmarès, il y a eu l'avant, des médailles sans titre, et il y a eu l'après, et le pendant, que je vis encore maintenant, c'est plus de titres et un peu moins de médailles. Voilà. Donc j'y vois un lien assez fort. Et il se trouve que mes collègues qui m'ont trucidé pendant 2 jours chez moi pour me faire mon truc, c'est toujours, pour la plupart, mes collègues aujourd'hui, en équipe de France, dans mon staff. Et eux peuvent témoigner de l'évolution des choses. Et donc c'est intéressant, c'est mes garde-fous qui me permettent de me dire, ouais, on est sur la bonne voie. Donc cet apport-là a été important. En marge de ça, la fédération a décidé, alors, était très obtus sur la préparation mentale pendant de longues années, comme beaucoup de fédérations d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gourous, parce qu'il y a eu des dérives. Et là, depuis quelques années, on a enfin une cellule de préparation mentale qui s'est montée avec tout un groupe de préparateurs mentaux qui ont été, alors je sais plus comment on appelle ça, labellisés. Enfin, il y a un label. Voilà, tout le monde ne peut pas y être, et en fait, ils sont choisis. Et moi, je pouvais choisir qui je voulais dans ce groupe-là. Et là, donc, depuis 2 ans maintenant, on a un préparateur mental au Pôle France qui peut intervenir aussi en équipe de France là-dessus. Donc, je vais vous montrer là, au fur et à mesure comment je gère tout ça. Donc, la première chose, vous voyez un petit peu à travers le parcours, c'est important parce qu'il faut y mettre du sens. C'est pas pour parler de moi, je m'en fous, c'est pas moi l'important ici. C'est simplement pour montrer que moi, finalement, le petit Vosgien non destiné à faire une carrière dans le basket, de par beaucoup de facteurs, son physique et sa non-expérience du basket, finalement, c'est accessible, c'est gratos. Alors, les suivis non, mais c'est accessible à tout le monde. Et je me mets pas ni au-dessus ni en dessous. Je pense que je suis un citoyen lambda, normal, qui a voulu, est parti d'une volonté, d'une intuition, et qui a voulu aller au bout de son intuition pour se former à ça. Et je peux témoigner qu'à travers des résultats, bien sûr, puisque c'est ça le juge de paix dans le sport de haut niveau, mais autour de ça, de cette évolution-là, que je continue à voir, puisque là, je viens d'être masterisé sur un truc de management, où la préparation mentale, j'en parlerai après, est intégrée. Et dans 1 an, je vais commencer une préparation de préparateur mental. Ce qui fait que dans 3 ans, quand je vais revenir peut-être ici un jour devant vous, je vais vous dire, je suis maintenant préparateur mental. Je ne suis pas préparateur mental. Voilà. Voilà. Donc au départ, c'est un cadre managérial. Comment je l'intègre, cette préparation mentale? C'est d'abord, je mets un cadre managérial. Parce qu'en fait, je suis en recherche de cohérence. Ça sert à rien de prendre une compétence. Ton prénom? Bruno, par exemple, est préparateur mental depuis 10 années. C'est le meilleur en France, une référence au niveau européen et mondial. Et j'ai son contact, il me dit, écoute, je suis disponible pour faire de la préparation mentale. Si je l'intègre dans mon dispositif global d'entraînement, sans que ce soit mis en cohérence avec un cadre managérial dessus, il n'y aura pas d'effet, ou très peu. Ça va être des effets pansements. Voilà. Donc à partir de là, il faut qu'il y ait une mise en cohérence, en tout cas c'est mon point de vue, une mise en cohérence du cadre managérial avec l'intervention d'une compétence là-dessus. Mon parcours fait que je sais qui je suis, je sais qui je ne suis pas, je ne sais pas tout, je ne suis pas bon dans tout, j'ai une sensibilité à tout, une curiosité pour tout, mais je ne suis pas bon dans tout. Et déjà, c'est bien de le savoir. Donc ce qui fait que je vais m'appuyer sur des compétences, non pas à qui je vais déléguer à Bruno
oh bah, tu te démerdes avec la préparation mentale. Alicia, les préparatrices physiques, oh bah, tu te démerdes avec la préparation physique. Est-ce que j'ai un expert en technique, tu te démerdes et compagnie. Non, il faut relier tout ça à un objectif commun, à un objectif de vie commune, de compétences communes, de performances communes. Et ça, c'est le cadre managérial. Donc, je vais revenir après. Donc, j'établis un cadre managérial qui va être cohérent. Ensuite, j'établis un cadre didactique. La didactique est à la pédagogie, ce que la stratégie est à la tactique. Si je dois résumer. La didactique, ça va être tous les aspects stratégiques liés à la pédagogie, à la relation à l'autre, de l'entraîneur à l'entraîné. J'ai vu que Mathieu, vous avez fait un petit travail là-dessus sur la préparation mentale de l'entraîneur. Voilà, donc comment on organise les choses. Moi, par exemple, en équipe de France, je fais un séminaire de 3 jours avec tout mon staff. J'ai 8 ou 9 personnes dans mon staff. Donc, j'ai des PP, des kinés, des médecins, un préparateur mental, des entraîneurs, des assistants vidéo. Et je les réunis pendant 3 jours, à la fois pour tisser du lien entre nous, du lien de cohésion sociale, mais aussi une cohésion opérationnelle autour de comment on va tous fonctionner dans un cadre managérial que je vais insuffler. Et bien sûr, il va être souple, mais comment on peut être cohérent au niveau de la relation à l'autre, entre nous et avec les joueuses, avec l'équipe, comment on va pouvoir faire pour avoir le discours associé et cohérent à tout ça. Si par exemple, je donne des autorisations, alors c'est des injonctions contradictoires, on appelle ça. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple dans le basket, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, et là j'explique à mes entraîneurs, mon staff, je suis très dur avec eux là-dessus, il y a une grosse exigence là-dessus de cohérence. Je leur dis, si moi, j'autorise les joueuses à prendre tous les tirs ouverts. Alors, bien sûr, les tirs ouverts, c'est les tirs à 3 points qui sont ouverts et compagnie. Et que vous, sur le banc, vous dites, mais pourquoi tu tires? L'effet dévastateur au niveau mental, de la représentation, des autorisations, des permissions, de l'estime, enfin, de tout. En fait, une phrase peut démonter et détruire tout un travail d'X mois, d'X années, par rapport à une compétition. Donc là, je leur dis, dans ces injonctions contradictoires, je ne vous défendrai jamais. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire, ouais, bon, on va faire comme si, je dis une bêtise, il y a toutes les joueuses, le staff est là. Bon, même si on n'est pas d'accord, devant tout le monde, je dirais qu'on est d'accord. La chaîne de commandement militaire. Non. Là, je leur dis, stop, on éclate tout là-dessus. C'est-à-dire que c'est elles qui sont importantes. C'est l'équipe qui est importante. C'est elles qui portent la performance. Nous, on n'est que des directeurs de galeries d'art où on possède des murs, des éclairages. Les artistes, c'est les joueuses. On va exposer leurs toiles. Nous, notre boulot, c'est de les mettre sous le meilleur angle pour présenter la meilleure photographie générale aux visiteurs qui viendront dans notre galerie. Donc, si toi, tu fais pas ton boulot, que l'ampoule, elle est pétée, je vais pas dire non, mais c'est normal, c'est fait exprès. Je vais pas inventer de conneries. Si on veut de l'authenticité entre nous et de la spontanéité et un climat de relation saine, c'est une forme de respect que de dire t'as pas fait ton job. Je vais pas le dire, je vais pas l'allumer devant tout le monde, mais je vais dire non, il a tort. Il a eu tort. Et je vais lui demander d'abord de dire aux joueuses, bon, j'ai fait une connerie, je t'ai dit qu'il fallait pas que tu tires, en fait non, c'est sorti comme ça. Et voilà, faute avouée, à moitié pardonnée, il n'y a pas de problème. Donc le cadre didactique, il est travaillé en amont avec tout mon staff. Voilà, sur un séminaire de 3 jours, ainsi que le cadre pédagogique, c'est-à-dire là on rentre réellement dans qu'est-ce qu'on fait dans la relation, c'est-à-dire c'est le savoir-faire, le savoir-être, voilà. Et ensuite seulement, on va parler des composants de la perf. Donc les aspects techniques, les relations interpersonnelles, les aspects tactiques, la préparation physique, la préparation mentale. Et voilà. Et en fait, on va essayer de rendre tout ce schéma-là le plus cohérent possible. Donc, moi, je m'occupe d'abord de ça. Je suis d'abord le manager. Et ensuite, je suis le gardien de la cohérence. Et c'est mon principal job pour essayer d'utiliser la compétence de Bruno, la compétence d'Alicia, la compétence de Maxime, ainsi de suite, dans mon staff, pour agir ensuite sur les différentes composantes de la perf. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça avant que je rentre un petit peu dans le détail de la mise en avant? Oui. Alors, le staff, à part le chef de délégation, est choisi. Alors, c'est une bonne question. Comment je choisis mes staffs? En fait, dans tout ce que je vous ai expliqué sur ma recherche de connaissances de moi-même, vous connaissez Sun Tzu.
l'art de la guerre. Voilà, connais-toi toi-même et connais encore plus tes adversaires et tu seras vainqueur sur 1500 champs de bataille. Et ben, c'est ce que j'essaie de faire, d'abord sur moi et ensuite en compétition sur l'adversaire. Le travail, c'est que je me connais. Donc je sais, par exemple, à travers différents testings que j'ai pu faire, différentes conversations avec tous les professionnels de la préparation mentale que j'ai rencontrés. Alors moi, dans Comcolor, je suis une aberration puisque pour ceux qui connaissent Comcolor, on a une couleur soit froide, soit chaude de prédilection pour déterminer notre personnalité. Et on a une couleur secondaire qui est souvent à l'opposé. Donc les couleurs froides, c'est bleu, vert, violet. Les couleurs chaudes, c'est jaune, orange, rouge. Donc jaune, orange, rouge, c'est l'extraversion en général, c'est la créativité, l'adaptabilité, l'empathie, l'imagination. Les couleurs froides, c'est la rationalité, l'organisation, les valeurs, ainsi de suite. Et moi, le problème, c'est que j'ai mes deux couleurs principales, primaires et secondaires, c'est orange et rouge. Dis pas le bordel. On l'a vu hier soir. Ça peut partir en couille très vite. Pour la faire. J'ai vu que tu préférais le rouge à ta place. Oui, exact. Et j'ai ma couleur secondaire, mais qui arrive un peu derrière, c'est le violet, c'est le système de valeurs. Donc en fait, mon garde-fou de mes couleurs principales de personnalité, c'est mon système de valeurs. Donc quand je construis un startup, j'ai besoin de mon alter ego, mais j'ai besoin de mes exacts contraires. Un, pour moi. Parce que si je prends que des personnes comme moi, 3 petits points. Si je ne prends que des personnes qui sont à l'opposé de moi ou dans ma diagonale opposée, je vais me retrouver en fragilité. Je vous prends un exemple. On est, il y a 2 ans, on prépare la finale contre l'Espagne, notre meilleur ennemi, du championnat d'Europe. Et moi, je regarde un petit peu tout et j'adore les histoires et les symboliques. Par exemple, pourquoi nous, Français, souvent, on n'aime pas être dans la peau du favori. Alors ça, c'est mon analyse, attention, hein, c'est mon analyse, vous la partagez pas, c'est voilà. Parce que en fait, à part Napoléon, on n'a jamais été un pays de conquérants. On a toujours résisté encore et toujours à l'ennemi, Astérix et Obélix. On est la France de Jean Moulin, la résistance, de Gaulle. Et à part la période de Napoléon, on n'a jamais été finalement emmerdé les autres. Très peu. On a résisté. Donc en fait, grosso modo, on est bien chez nous, pas trop nous emmerder, parce qu'on est capable de résister. Les Espagnols, par exemple, c'est tout l'inverse, c'est des conquistadors. Ils ont pris des bateaux, voilà, ils sont partis de l'autre côté du monde, et ils ont fait la conquête de toute l'Amérique du Sud, quasi. Donc c'est des gens qui vont conquérir des territoires. La corrida, c'est pas français, c'est espagnol. Donc à un moment donné, il y a des couleurs aussi. Le rouge, c'est chatoyant, c'est espagnol. Nous, c'est bleu, blanc, et à la fin, le rouge. C'est bleu-blanc. Au départ, les couleurs de la royauté, c'est bleu et blanc. Donc à partir de là, on a un ADN, je pense, de pays, qui fait que on est le fruit de cet ADN. On est les enfants de l'histoire de notre pays. Et donc à partir de là, quand j'analyse l'Espagne, je leur dis, eux, ils veulent conquérir du territoire. Leur façon de jouer, contre-attaque, c'est un style chatoyant, c'est un style, c'est comment on appelle ça, c'est andalou, c'est le flamenco. Et elles aiment le spectacle, elles aiment le jeu spectaculaire. Et je leur dis, on va leur enlever ça. En fait, on va faire un vol d'identité, mais à tous les niveaux. Et quand j'explique ça à mon staff, j'ai mon alter ego qui est là, qui trépigne, qui est tout content et qui dit, il vient dans mon délire, entre guillemets. Et puis, j'ai mes 2-3 personnes qui sont mes exacts opposés, qui sont là, et je vois les sourcils qui se lèvent en disant, mais t'es sûr de ton coup, là? J'y suis sûr, non. Mais en tout cas, je suis convaincu que ça peut être une aide. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a volé leurs couleurs. Normalement, on a un dress code. Nous, on a joué en bleu, donc normalement, on se met en t-shirt blanc. Et l'Espagne, ils jouaient en blanc, et donc le staff se met en rouge. Je dis, on va voler leurs couleurs, c'est-à-dire qu'on va voler leurs couleurs, donc on va se mettre tous en rouge. Alors là, mon staff me regarde, me dit, ouais, ça va pas faire grand-chose. Je dis, on verra bien. Moi, je pense que ça va faire quelque chose. La deuxième chose, c'est que l'Espagne adore arriver pour conquérir le territoire et le temps avant un match. Une fois que le match d'avant est terminé, les équipes rentrent sur le terrain, mettent leurs affaires sur le banc,
vont faire un cri, c'est très protocolé, voilà, c'est les habitudes, machin et compagnie dans le rond central. L'Espagne, tout le temps, ils veulent être les premiers à faire ça. Et ils font leurs chansons, et ils chantent, et ils clapent des mains, et ça blabla, blabla, blabla. Et nous, souvent, les petites Françaises, on est bien là, mais on va attendre notre tour, et puis on arrive, et puis on va 1, 2, 3, France. Voilà. Ça s'arrête là. Et je dis aux filles, là, par contre, on leur vole leur terrain, on leur vole leur espace, on leur vole leur temps. C'est-à-dire que nous, on est les premiers dans le couloir, on attend que le match termine. Dès que le match termine, vous filez vos affaires au kiné, au médecin, qui les mettront pour vous sur le banc. Vous allez direct au centre du terrain et vous m'inventez une chanson, une danse, une chorégraphie, j'en sais rien, ce que vous voulez, machin. Je dis à mon staff, d'habitude, l'Espagne s'échauffe toujours en musique, en machin, et ça clappe et ça chante. Je dis, je veux tous les chauffements de 45 minutes, ce soir, pump it up, quoi. On est en boîte de nuit, là. On est en boîte de nuit, c'est-à-dire qu'il y a du rire, il y a de l'énergie, il y a du truc. Je vous assure, parce que c'est même pas moi qui l'ai remarqué, ça, c'est mon assistante qui est bleue, alors pas de couleur bleue, hein, qui est bleue de personnalité, qui me dit, c'est un truc de malade. On est arrivé sur le terrain, elle me dit, j'ai regardé ce que tu pensais qu'allait peut-être se passer. Elle me dit, les 3 coachs, ils sont arrivés, ils se sont mis comme ça, ils sont tirés comme ça, ils ont dit, regarde. Ils ont fait comme ça. Donc déjà, ils n'étaient pas contents. Les filles de l'Espagne ont attendu pendant 3 minutes qu'on lâche le rond central, et elles étaient comme ça, on s'amusait tellement sur le terrain avec le staff qui était aligné avec tout ça, que derrière, les Espagnols étaient dérangés dans leur échauffement, elles se sont mis dans le silence. Il y a eu un transfert complet. Et ben, la finale, alors qu'on avait une équipe largement, mais que je dis largement inférieure à l'Espagne, la finale, on la gagne en se marrant. En fait, on la gagne en rigolant. Voilà. Et là, il y avait un aspect mental. On rentrait non seulement dans le mental, mais dans la mentalité de l'équipe adverse. Et donc tout ça, on l'a travaillé, on l'a institué. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans un staff, pour terminer à ta question, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de mes alter ego et de mes opposés pour être à l'équilibre. Et pas partir dans un champ pas possible. Moi, je choisis mon staff par la compétence, mais aussi par la personnalité. Donc sur l'approche, il y a ce que je mets en place, c'est l'approche écologique de la performance. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas nouveau, ça fait depuis 1979, je crois, les premiers travaux, il me semble. Voilà, mais c'est très... Alors, bon, je vais la faire en cours. Nous, en France, on a un management mésopotamien. C'est-à-dire que quand on manage, par exemple, j'ai une bêtise. Jacques, à la fin de l'intervention, je vais lui demander, par exemple, donc qu'est-ce que tu en as pensé et compagnie. Il va me dire sûrement des choses à la fois positives, puis des choses, écoute, par contre, t'as pas été dans cette direction-là, j'aurais préféré que tu y ailles. Management mésopotamien, on se sent jugé par la critique en tant qu'individu. C'est-à-dire que quelqu'un nous donne une critique, on se sent attaqué dans notre être le plus profond. Management anglo-saxon, la même chose, même situation. Ok, très bien. Il est capable de me démonter professionnellement. Par contre, ça ne nous empêchera pas d'aller boire un coup derrière, parce que je ne suis pas attaqué sur ce que je suis, mais sur la tâche que j'ai exécutée. Donc, il y a une séparation. Donc, le management écologique, en fait, ça vient du côté anglo-saxon. C'est beaucoup les Finlandais qui l'utilisent. Les Finlandais, les Australiens, les Canadiens, les Slovènes, les Allemands utilisent beaucoup cette approche-là. Et elle arrive en France, enfin. Elle arrive en France. Encore une fois, nous sommes les enfants de la France. Nous sommes les enfants des siècles des Lumières, aussi les grands philosophes, où le maître sait, l'élève ne sait rien. Les joueuses, quand on les a 1 an, on part du principe qu'elles ne savent rien, qu'on va tout leur apprendre. Alors qu'elles savent beaucoup de choses et qu'elles sont le fruit de leur environnement passé, présent et futur. Donc le management écologique, pour faire court, c'est la prise en compte que l'environnement, les environnements des individus, il y a une relation réciproque et permanente entre leur environnement et ce qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, je prends un exemple très pratique. Il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années, je parle à une joueuse qui était d'origine africaine. Et donc, je lui parle, elle ne me regarde pas. Moi, dans mes codes sociétaux, je parle à quelqu'un, on a un regard, on a une connexion par le regard. Et moi, je me sens très mal à l'aise pendant la discussion avec elle.
Et je lui pose la question, je lui dis, mais écoute, pourquoi tu me regardes pas? J'aimerais bien que tu me regardes quand je te parle, parce que j'ai l'impression que tu n'en as rien à foutre, en fait, de ce que je te dis. Et là, elle me répond pas. Elle répond rien, c'est une jeune, hein. Bon. Et puis, j'ai un collègue qui est marié avec une personne d'origine africaine et qui me dit, écoute, dans le milieu, dans la culture d'éducation africaine, les parents enseignent, éduquent leur enfant, fille, à ne jamais regarder un homme dans les yeux lorsqu'il lui parle. Ah, ça, j'aurais bien aimé le savoir avant. Machin. Donc, c'est un facteur, par exemple, de la communauté. C'est-à-dire, c'est l'environnement éducatif familial de la joueuse qui lui donne certains codes et que moi, pour interagir avec elle, je dois comprendre les codes et les connaître en tout cas. Et donc, chaque personne est le fruit de son évolution. T'es né en Russie, à Moscou, aujourd'hui, t'as le droit de rien dire. Tu dis à mort Poutine, pam, goulag. Tu es en France, tu dis à mort, enfin peut-être pas à mort, mais Macron, démission, tu passes à rien. Donc déjà, la liberté de parole et d'opinion, c'est pas la même d'un pays à un autre. C'est des exemples que je vous prends. Donc tout ça, eh ben, c'est le fruit d'une interaction. Si une joueuse a eu pendant 5 ans un entraîneur qui a été autoritaire, qui ne lui a mis que des interdictions, non pas des autorisations. Quand moi, je vais la prendre avec moi, je vais lui dire, t'as le droit quels sont, à ton avis, qu'est-ce que tu as le droit de faire, et compagnie, on va y revenir après. Ah non, mais j'ai pas le droit, ça, je peux pas. Et les joueuses vont se mettre en insécurité. Voilà, elles vont dire, bah, j'ai jamais eu le droit de faire, donc je ne fais plus. Donc, comment peut-on développer la créativité, l'optimisation de la performance chez une joueuse, l'optimiser jusqu'à son plus haut niveau, si elle se met déjà une limite, une croyance limitante. Et cette croyance-là, elle vient pas du jour au lendemain, elle est installée depuis de nombreuses années. Donc tout ça, eh ben, c'est comment l'environnement d'un individu influence son présent et comment le changement progressif que la personne qui est en face de cet individu-là distille, les deux, comment le nouvel environnement se refaçonne. Et c'est comme ça, c'est des allers-retours, des yo-yo toute la vie. Donc en fait, moi, c'est une approche écologique, c'est la prise en compte de l'environnement de chaque personne, un lointain passé, un passé un peu moins lointain, un passé proche, qui détermine le futur, le présent d'aujourd'hui, et qui peut influencer le futur proche. Le futur lointain, je suis pas dedans. Voilà. Donc c'est une approche écologique. Alors ça va au-delà de ça, hein, il y a beaucoup d'autres applications, mais voilà. Donc moi, ce que moi et mon staff on propose, c'est des états présents. C'est de la sécurisation. C'est un système d'autorisation-permission. Avec, on y viendra après, les 3C, les 6P. C'est des outils qu'on utilise au quotidien, qui sont assez puissants d'ailleurs. C'est l'art du débriefing. Je dis bien l'art du débriefing parce que c'est un art. C'est-à-dire, je l'ai appris, je l'ai travaillé de manière à pouvoir obtenir des réponses et surtout de façonner, de permettre à la personne qui débriefe en face de moi d'être autonome, responsable, constructif pour son avenir. Je prends un exemple tout bête. Je sais pas, je peux prendre quoi comme exemple? Tu viens de faire une action, tu es de quelle discipline? Comment? Apnée. Bon, bah, par exemple, j'y connais rien. Donc, tu m'excuseras si je dis des grosses conneries. Vous m'excuserez si je dis une grosse connerie. On s'entraîne, je tourne entraîneur, et puis je te dis, bah là, tu vas me faire 10 fois 50 mètres en apnée avec X minutes de récupération dedans, blablabla. Tu pars, tu fais, et t'échoues. Cinquième plongée, je sais pas, tu suffoques, t'es pas bien, je connais rien, hein, donc vraiment, c'est un exemple très, très con. Deux façons de débriefer. La partie descendante, comme l'entraîneur, on a toujours envie de contrôler l'environnement. Bon, écoute, c'est ton prénom? Comment? Mounir. Bon, écoute, moi je pense que t'as pas fait ci, t'as planté là-dessus, t'as pas fait les efforts de respiration, ton paille de décompression n'était pas le bon, t'as pas tenu assez longtemps sous le palmage, ta technique de palmage était pas bonne. Donc maintenant, bah, je te dis qu'il faut que tu progresses là-dessus. Allez, c'est reparti. Donc, je force le trait, hein, volontairement. Est-ce que ça va l'aider?
Oui, non. La préparation mentale, c'est d'abord se connaître quand même. Hein. C'est permettre à la personne de se connaître ses croyances limitantes, les repousser, mettre un environnement capacitant autour de la pratique pour que la personne soit autonome et en capacité de s'adapter en permanence. L'imprévu, c'est danser sous la pluie. Donc, à un moment donné, tu es à 2 mètres de toucher le truc à 138 mètres et il y a un grand requin blanc qui arrive devant toi. Tu fais quoi? Poète. Voilà, tu fais quoi? Tu le touches quand même, c'est un imprévu, on fait quoi? Donc, en fait, le sport de haute performance, ce n'est que de la gestion d'imprévu quasi. Tout ce qui est tout le plan, le beau plan qu'on a travaillé avant, il est déchiré en 18 000 morceaux, de façon puzzle, parce qu'il y a un imprévu qui arrive. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que je te permets de gérer des imprévus ou une future performance en faisant un débriefing là-dessus? Non. Et pourtant, c'est ce qu'inconsciemment on fait toujours parce qu'on pense qu'on est des sachants et que Mounir n'est qu'un apprenant. Voilà. Et donc là, l'art du débriefing, ça va être de dire, écoute, le constat sans jugement, management anglo-saxon, c'est que tu n'es pas parvenu à faire la série blabla. J'ai l'impression, en tant qu'entraîneur, que les causes peuvent être attribuées à soit une peur, soit un manque de préparation là-dessus, parce que blablabla. Qu'en penses-tu? Et là, parole libre. Et sur la parole libre, ok, c'est que de l'écoute. C'est que de l'écoute, et on s'aperçoit en faisant ça que ouais, t'as raison, mais il y a peut-être d'autres choses, Mounir, peut-être qui sont pas, parce que moi, c'est mon impression, et qu'est-ce que t'en penses? Tu vas me lister, en fait, 99% du temps, tu vas me lister tout ce que j'aurais pu te dire, moi, mais du fait que ce soit toi qui le fasses, la puissance est décuplée, la connaissance de toi va s'enrichir, et moi, je vais pas arrêter de répondre à ce questionnement en disant, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre? Ok. Dans combien de temps tu penses que tu peux mettre en œuvre ça? Quels sont les moyens que tu as à ta disposition? Tu as un entraîneur de club qui te permet de faire ça? Est-ce que tu peux avoir un préparateur mental si le problème il est là? Ok, t'en as pas. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Blablabla. Et c'est lui qui va me donner toutes les réponses, mais pas à moi. Il va se donner ses propres réponses et ses propres modalités de changement. À la fois dans son corps, à la fois dans sa tête, à la fois émotionnellement. Et là, c'est une puissance qui est décrue. Donc en fait, l'art du débriefing, on l'utilise tout le temps. Le questionnement ouvert, on arrête les questions fermées, ça c'est de la préparation mentale aussi, hein, puisque on va chercher l'environnement et la connaissance, la fixation d'objectifs, la connaissance de soi, les aspects motivationnels, la motivation extrinsèque, intrinsèque, il n'y a pas de mauvaise motivation, il n'y a que des motivations en fait. Les cercles de contrôle, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je ne contrôle pas. Et l'objectif, c'est créer un environnement capacitant en fait. Moi, mon objectif en tant qu'entraîneur, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de croyances limitantes et que chaque personne soit dans un environnement qui lui permette d'optimiser ce qu'il est à tous les niveaux. Physiquement, techniquement, stratégiquement, mentalement. Ce que je délègue en association, c'est au préparateur mental. Donc Bruno est le préparateur mental, mais on a déjà fait un séminaire. C'est-à-dire qu'on a déjà fait 3 jours, je lui ai expliqué comment moi je voyais le truc et ensuite, on discute, parce que je dois être l'inspirateur. L'entraîneur-manager, il doit quand même avoir une forme d'inspiration. Pour ceux qui aiment le management, le Golden Circle de Simon Sinek est hyper intéressant à regarder. C'est on part d'une vision, et ensuite on décline des moyens. On part pas des moyens pour faire une vision. En fait, on s'aperçoit que on peut faire beaucoup de choses à partir d'une vision, mais que si on s'intéresse aux moyens disponibles, en fait, la vision se perd. On n'a plus de vision. Parce qu'on dit on pourra pas, on n'a pas d'argent. Mais si tu peux... Il y a toujours un moyen. Il y a toujours des moyens qui sont gratuits pour la plupart du temps, enfin pour la plupart des situations là-dessus. Donc, moi, je délègue en association. Suite à suite à un séminaire, on se met d'accord sur le cadre managérial, le cadre didactique, le cadre pédagogique. Et nous, ça nous a pris même plus que 3 jours, puisque ça a pris 3 jours en équipe nationale, et ça nous a pris 5 après-midi ici au Pôle France pour faire le suivi d'année et mettre en place comment son action. Par exemple, je lui pose la question, ok, j'ai plein de petites questions à lui poser, et lui après il me répond, voilà comment moi je vois le truc. Très bien. Et il me dit la confidentialité, tu la vois comment? Parce que dans le sport collectif, beaucoup d'entraîneurs, je le vois moi tous les jours en Pôle France et bien en équipe de France, veulent être au courant de n'importe quelle chose concernant leurs joueurs ou leurs joueuses. Moi je lui dis je m'en fous. En fait, il y a deux garde-fous.
c'est la mise en danger de la joueuse. Par exemple, dans tes entretiens, si tu sens qu'il y a une mise en danger importante, je dois être au courant parce que je suis responsable pédagogique de la joueuse. Et la deuxième chose, c'est s'il te donne l'autorisation que tu m'en parles, là, je veux bien être au courant. Mais si toi, dans la préparation mentale individuelle ou collective avec le groupe, tu détermines que ces choses-là, c'est la confidentialité de l'entretien ou de l'action, je n'ai pas besoin d'être au courant de tout. C'est à toi de filtrer avec l'autorisation des joueuses par rapport à ce qu'elles peuvent te dire ou pas. Autrement, ça sert à rien. Les joueuses vont avoir un sentiment de désirabilité en disant si je dis ça au préparateur mental, il va le dire au coach, et le coach dans le basket, c'est celui qui fait jouer ou qui ne fait pas jouer la joueuse. C'est un sport coaché. Donc à un moment donné, la joueuse, elle va se dire, je suis pas en sécurité. Si je dis ça au préparateur mental, il va le dire au coach. Et puis si je dis ça, voilà, c'est de l'interprétation. Donc moi, je coupe le truc en disant, c'est pour le bien-être de la joueuse, c'est pour qu'elle soit mieux à l'approche de la performance, mais mieux aussi avec elle-même, et plus alignée. Donc à partir de là, ce que tu as besoin de me dire, avec sa bénédiction, tu me le dis. Ce que tu n'as pas besoin de me dire, sauf mise en danger importante, tu me le dis pas. J'ai pas besoin d'être au courant de tout. Surtout pas. Donc voilà, donc la gestion des émotions, le stress incapacitant, l'activation mentale, la gestion des peurs, l'imagerie mentale, la gestion des temps faibles et temps forts pendant un match, l'estime de soi, la gestion de l'écosystème. Nous, on est un sport où en moins de 15, moins de 16, moins de 17, les joueuses, à part leur famille et leurs amis et les entraîneurs, il n'y a pas de perturbation et de parasites. À 17 ans, 18 ans, 19 ans, il y a des gens qui arrivent qui s'appellent des agents. Et comme on est un sport professionnel, on en parlait hier au resto, moi ça me fait du bien très sincèrement d'avoir eu des discussions avec Franck, avec Richard, avec Richard, avec Maxime sur l'aspect bénévole de la fédération, de votre fédération, parce que nous on est un sport pro. Moi ça fait 20 ans que je suis dans le sport pro. Donc pour moi, une joueuse qui va à 18 ans dans un club pro, en Euroleague, en WNBA, on jongle avec des sommes, même pour les joueuses, qui sont assez importantes. C'est-à-dire que c'est des professionnels. Mais il y a aussi des gens de haut niveau qui ne gagnent pas d'argent. Et c'est du sport de haut niveau sans argent. C'est pas un sport pro. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que nous, on a les agents qui, bien sûr, voient les poules aux œufs d'or, prennent 10% du contrat à chaque fois. Donc, Wembanyama, il va signer dans un an un golden contrat à 500 millions d'euros l'année sur 5 ans ou 600 millions d'euros. L'agent, il prend 60 millions. Hein. Donc, forcément, il y a des intérêts. Mais les intérêts sont pas toujours concordants. C'est-à-dire, mon intérêt à moi, c'est de faire gagner une équipe. L'intérêt de l'agent, c'est de promouvoir sa joueuse. Donc là, déjà, on a un problème. Donc, comment gérer l'écosystème et être capable de se focaliser sur l'instant présent, c'est-à-dire la performance dans une équipe, en mettant l'ego dévastateur de côté, en mettant l'ego constructif en avant. Voilà. Moi, je change pas d'Europe. Des fois, j'ai écouté le téléphone d'un agent. Ouais, pourquoi elle n'a pas joué le plus que ça, la joueuse, là? Alors, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec des croyances un petit peu contestataires et révolutionnaires, je disais, reste à ta place, moi, je resterai à la mienne. Aujourd'hui, j'apprends à faire de la politique. C'est pas simple, mais j'apprends à manier le discours politique. Voilà. Et puis après, le dernier niveau, c'est ce que je sécurise, c'est les psychologues. Je prends toujours l'image avec le préparateur mental. Je dis, je suis en train de refaire une maison en ce moment à côté de Paris, là, à 10 minutes d'ici. Je dis, moi, faire le parquet, faire les peintures, changer une cuisine et mettre des meubles, accrocher des meubles au mur, j'ai pas besoin d'être menuisier, carreleur ou parquetteur pour le faire. Parce qu'au pire, c'est pas bien fait, il n'y a pas de risque. Par contre, faire l'électricité, la plomberie, prendre le risque que la maison brûle ou que les gens se noient au rez-de-chaussée, là, par contre, c'est plus ma compétence. Donc, c'est ce que j'explique. La préparation mentale utilise les outils de la psychologie, mais un préparateur mental n'est pas psychologue, ni psychiatre. Donc, c'est ce que je sécurise. C'est sur les traumas, les atteintes profondes, les troubles psychiques, psychotiques, les souffrances fortes. J'ai mis 3 petits points parce que je suis pas psy, donc je connais pas toutes les atteintes et compagnie. Mais et donc là, une fois que moi je touche à la préparation mentale dans mon action quotidienne, ce que je délègue d'une manière plus profonde, c'est la gestion de choses un peu plus ciblées. Et par contre, ce que je sécurise, c'est une joueuse qui a priori est en grande souffrance, pour faire un terme générique. On s'arrête, hein, on s'arrête. Et maintenant, c'est le travail d'un praticien dont c'est la spécialité de gérer ses traumas. Aujourd'hui,
On est avec les générations qui arrivent. Moi, je suis avec des joueurs de 15, 16, 17 ans. Ah, aujourd'hui, une gamine qui a encore ses parents mariés vivant sous le même toit, ça devient une minorité. C'est ce qui a changé depuis 15-20 ans. Moi, quand j'ai commencé ce métier-là, j'avais papa-maman à tous les matchs. Maintenant, j'ai papa et maman de l'autre côté. Voilà. Et ben, il faut faire avec. Ça cause des traumas importants. Et tout a changé, en fait. Les équilibres émotionnels ont changé. Moi, les joueuses, la première année où je les ai ici, il y a une coupe au mois de mars. C'est-à-dire de septembre à mars, elles sont évaluées. Et je dois en couper entre 2 et 4 tous les ans pour satisfaire à des effectifs, à une budgétisation d'effectifs sur un ensemble de Pôle France. Les joueurs, j'ai beau leur expliquer, et je vais vous expliquer après comment je fais, la méthodologie pour évaluer les choses. En fait, elles jouent avec le trouillemètre tous les matchs, tous les entraînements. Donc elles n'osent pas, donc elles ne tentent pas, donc elles ne font pas d'erreur. Et quand on fait pas d'erreur, on peut pas progresser. Donc à partir de là, la peur devient le centre. Alors c'est pas la même peur qu'en apnée, hein. On est bien d'accord. C'est la peur d'échouer, c'est la peur de la performance, c'est la peur de soi. Voilà. Et il y a très très peu qui sont capables de dépasser naturellement ces peurs-là. Donc elles ont besoin de cette préparation mentale. Et moi, je suis limité par rapport à ça. Parce que je peux pas être jugé parti. Je peux pas dire n'aie pas peur, puis 6 mois plus tard, t'es coupé. C'est impossible. Là, c'est contradictoire. Voilà. Donc, quelques exemples concrets. Je vous parlais des 6P et des 3C tout à l'heure dans une diapo précédente. Alors, moi, c'est des outils que je me suis créés. Ça, c'est pas de la science, hein. Ça, c'est moi. Je me suis dit, comment je peux faire dans cette cohérence entre management, didactique, pédagogie, préparation mentale, ainsi de suite, comment je peux faire pour relier tout ça et faire en sorte que les filles aient un espace de sécurisation autour des choix qu'elles vont faire sur le terrain pour augmenter l'estime d'elles-mêmes, augmenter leur progression, les mettre dans les meilleures conditions pour avoir un rapport à l'erreur et à l'échec qui soit positif et non pas négatif. Comment je peux faire? Je me suis dit, et c'est encore en construction, ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans que j'utilise ça. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses, voilà. Donc il en perpétue l'évolution. En fait, il y a 6 points. Intensité, attitude, posture, intention, l'énergie, la communication, l'engagement mental et physique, que je veux reproductible, contrôlable et à minima évaluable. C'est pour ça que évaluable, c'est ça qui me questionne, parce que comment on évalue l'énergie? Il n'y a pas un énergimètre disponible sur le marché de la technologie. L'engagement mental et physique, c'est l'âpreté en fait. C'est la conjugaison, la réunion de ta détermination forte à réussir une action et en même temps d'engager tous tes moyens physico-techniques dans l'action que tu réalises. Donc ce n'est pas tout à fait pareil que l'intensité. L'intensité, c'est courir du point A au point B le plus vite possible, par exemple. Là, c'est une action, il y a du contact dans le basket, c'est comme dans quel état d'esprit est-ce que tu veux dominer, est-ce que tu veux scorer malgré tout, malgré les imprévus, ou est-ce que tu vas subir la situation? La communication, ben c'est voilà, verbal, non verbal. L'énergie, l'enthousiasme, elle est sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, c'est le body language général. Les intentions, ça je le mets toujours au milieu, c'est comment ton intention de jeu individuelle est reliée à l'intention collective. Est-ce que tu es productif et utile pour ton équipe et que on parle le même langage commun, ou est-ce que tu es un soliste ou une soliste qui va apporter quelque chose qui peut être destructeur? Pas toujours, mais qui peut l'être. Donc voilà, l'attitude, la posture, on a au basket des attitudes qui sont génériques. Voilà, on peut pas jouer d'une manière relevée là-dessus. On a besoin de volume et de gravité basse. Avec des bras, c'est un sport de grand, hein, donc on a besoin de prendre du volume. Donc il y a des attitudes et des postures importantes. Et ça, il n'y a pas besoin de savoir jouer au basket pour le faire, hein. Donc, je prends n'importe qui dans la rue, je lui dis c'est ça, voilà, fais comme ça, t'es dans l'attitude. Et l'intensité développée. Donc ça, c'est les 6 P. Ça me permet de faire 3 choses. Ça me permet de fixer mon exigence et l'exigence des joueuses. Ça me permet de fixer, à travers cette exigence-là, ce que je tolère comme erreur et ce que je ne tolère pas comme erreur. En fait, ça, c'est du savoir-être. C'est beaucoup de savoir-être. Donc, je leur explique. Exemple. Au basket, on a des options défensives sur les écrans portables. Sur un écran pour libérer quelqu'un qui a le ballon. On a des options. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails.
mais on a 8 ou 9 ou 10 options possibles sur une même action. Et nous, les entraîneurs, on doit faire des choix. Et on doit mettre une identité générale dans les choix que l'on fait. Et donc, par exemple, s'il dit on fait une option où on va sortir verticalement pour empêcher le porteur de balle d'évoluer. Eh ben, j'enlève en fait l'erreur autour de ça. Parce que confondre discipline et scolarité. Donc, je prends l'exemple il y a 4 ans, une joueuse, je lui dis on fait ce qu'on appelle du edge, on sort dans ce sens-là. Et elle, à un moment donné, elle a fait ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire elle a changé. Elle est sortie de ce sens-là pour garder la joueuse. Et là, tout de suite, elle se rend compte, elle me dit « Oh, pardon, coach, pardon. » Et là, je lui dis « Pas de souci, Sarah. On en reparle après, si tu veux. » Parce que le basket, ça joue, hein, c'est attaque, défense, ça n'arrête pas, quoi. Donc, on arrive à la mi-temps, puis elle vient me voir, elle me dit « Je suis désolé, hein, limite, elle se confondait en excuses, quoi. » Je dis « Mais pourquoi tu t'excuses? On va reprendre. Est-ce que tu as été intense dans le choix que tu as fait? Oui. Tu es en attitude? Tu as des postures associées? Oui. Ton intention, c'était de défendre le panier, de couper l'agressivité du porteur? Oui. T'as mis de l'énergie? Oui. T'as communiqué ton option? Oui. Tu t'es engagé comme une folle dans l'action que t'as fait à faire, au niveau mental, au niveau physique? Oui. Donc, il n'y a aucun problème, c'est une erreur qui est une erreur positive. Elle a apporté quelque chose à ton équipe, elle t'apporte quelque chose, tu n'as pas à t'excuser. Par contre, si la même joueuse fait la même chose, mais sans ces choses-là, là, par contre, je dis une fois gentiment, c'est comme votre gamin ou votre gamine. Hein. Tu rangeras ta chambre dans 10 minutes, tu rangeras ta chambre? Ouais, plus tard. On est gentils à ce moment-là, les parents. Hein. Puis on revient 10 minutes plus tard, ta chambre est toujours pas rangée. Ouais, plus tard. Bon, Montessori a des limites quand même. Hein. C'est-à-dire, la 3e fois, on va commencer à monter un peu la tonalité. On va dire, hey, sans déconner, quoi. Ça fait déjà 2 fois que je te demande de ranger ta chambre. Puis la 3e fois, puis la 4e fois. Bon bah on sort un petit peu l'arbre, le tailleué quoi. Donc à un moment donné, oui, il se fait une engueulade quoi. Et ben, donc c'est pas ce que je défends, c'est pas quelque chose de télétubisant, de naïf et de voilà. C'est quelque chose où l'exigence elle est là. Elle n'est pas sur les choix tactiques, elle est sur la posture, sur le savoir-être. Ce qui fait que la joueuse, pour revenir sur la préparation mentale. C'est un acte de préparation mentale. Pourquoi, à votre avis? Parce que, il est pas flagrant, hein, le lien. Hein. On pourrait se dire, de quoi il nous parle. Bah, sauf qu'à un moment donné, engagement mental et physique, le mot est dans la phrase. C'est-à-dire qu'on sécurise l'intention et le dépassement de soi et l'immédiateté d'une décision, d'une prise d'information, d'une décision. On privilégie ça aux dépens de la justesse tactique, de l'interrogation et de la cassure de la reliance cœur-cerveau-corps. Je vais revenir après. Ça veut dire que on est dans une instantanéité de jeu, de décision, de prise d'information et de prise de décision qui est plus bénéfique au résultat qu'à l'interrogation permanente. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai bien fait? Et compagnie. On est sur l'estime de soi. Parce que l'accompagnement derrière même une action qui n'était pas celle prévue, c'est un ancrage positif. La joueuse, dans son auto-évaluation à la fin du match, on casse les codes. Au basket, c'est un sport statistifié, où la première chose que les joueuses regardent, c'est comment? Le score, combien j'ai marqué de points. Et moi, j'ai des joueuses, encore aujourd'hui, qui me disent, t'as fait un bon match. Alors que je leur fais leur débriefing, que penses-tu de ton match? Bah, pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai pas marqué de points. Non, ton auto-évaluation, elle est là. Elle est là. Elle n'est pas sur les stats. C'est en plus les stats. Ça donne une tendance. Mais c'est pas ton auto-évaluation. Ça, c'est est-ce que tu as été utile à ton équipe? Donc, on renforce le sentiment d'utilité, de performance minimale, temps faible, temps fort. Voilà. En fait, on travaille sur les ancrages positifs et sur l'action plutôt que sur la réflexion et sur la mise en action des compétences du moment. Et on le relie, parce que moi j'ai appelé les 3 C. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que vous savez que le corps, il y a 3 cerveaux, hein. Voilà. Donc il y a la tête. Ah non, Marion ce matin, elle n'a pas monté. Bon, des fois le matin c'est un peu plus dur, hein. Mais on a la tête. Alors c'est l'intellect, la cognition, l'analyse. Voilà, on analyse pourquoi j'ai fait ça. Je suis donc je pense. Je doute donc je suis.
Le cœur, le cerveau limbique, c'est les émotions. Et puis le corps, c'est les sensations. Je vois, j'entends, je touche. Et en fait, dans le système que je défends, par rapport à la cohérence entre management, didactique, pédagogie et préparation mentale, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une reliance entre les trois en permanence. C'est l'objectif. C'est-à-dire que ça peut pas être la tête qui apprend quand on est dans l'action, j'entends. On est en match. On peut pas dire, j'attrape le ballon, ou je suis en train de palmer pour aller au fond de l'océan, et me dire, alors là, est-ce que je suis en train de bien palmer? Oui, alors là, je dois aller chercher ce truc-là. Là, on est dans la réflexion, et la réflexion va faire bugger le reste. On peut pas être que dans l'émotion non plus. J'ai peur, j'ai pas peur, j'y vais pas, parce que là, on se déconnecte du reste. En fait, quand on a faim, comment on sait qu'on a faim? On a le ventre qui gargouille. Est-ce qu'on a pensé à ce qu'on a dit? Attends voir, là, ça fait 3 heures que j'ai pas mangé, donc j'ai faim. Non, c'est une sensation qui vient du milieu homéostasique. Donc on a une information, et le cerveau ensuite la traduit. Mais c'est pas le cerveau qui détermine qu'on a faim, c'est le corps on est à l'écoute de notre corps et on sait qu'on a faim. On a soif parce qu'on a la gorge sèche, on a chaud parce qu'on sue, on a froid parce qu'on frissonne. Donc en fait, tout est relié. Et moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que dans l'auto-évaluation, les items d'auto-évaluation soient là, et qu'ensuite, on réunisse tout ça. Et dans émotion et dans intellect, il y a tous les aspects mentaux, mais dans le corps aussi. Quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? On a une boule au ventre. Quand on a peur, on est stressé, on est en colère. Quand on est heureux, on sourit. Donc ce sont toutes des sensations corporelles. En fait, tout est lié. L'émotion est traductible par le corps et par l'intellect. L'intellect peut agir sur le corps et sur le cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, dans la préparation mentale, on travaille toujours sur les 3 C. Exemple, est-ce que quelqu'un veut bien se dévoiler un tout petit peu? Est-ce qu'il y a une ou un volontaire qui peut se dévoiler un tout petit peu pendant 45 secondes? Dévoiler, c'est un grand mot. Hein, Attention. Allez, quelqu'un qui saute dans... Ah, pardon, excuse-moi. Alors, je vais te faire tes 3 C. Je vais te demander tes 3 C. Parce que ces 3 C-là, j'utilise pour beaucoup de choses. Donc, je vais te demander comment tu te sens dans ta tête, mentalement, dans ton cœur, émotionnellement, et dans ton corps. Sachant qu'il y a une seule réponse que tu n'as pas le droit de dire, c'est « je vais bien ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. En phase. Alors, il est comment? En fait, je suis en phase avec les 3 parties. Ah, elle est pas mal la réponse là. Alors, en général, en phase, ça va être comment dire, par exemple, mentalement, je suis stressé, ça peut pas le stresser, je suis lassé, je suis énergisé, c'est souvent, je dis bien, un participe passé. C'est bien. Ouais, mentalement, là, donc je suis intéressée. Je suis intéressé. Dans ton cœur, tes émotions. Je suis contente. Heureuse, contente. Je suis bien. Ah, il ne faut pas le dire. Je suis chose aimée. Je suis posé. Donc, par exemple, dans ce système général, je suis intéressé, je suis heureuse et je suis posé. On imagine dans une équipe, moi dans une équipe avec 12 joueuses, si j'ai 12 joueuses qui me répondent à peu près, je dis bien à peu près à la louche, hein, ça veut dire que ça me donne un baromètre un petit peu de ce qui se passe à ce moment-là dans les 3 cerveaux. Dans la tête de la majorité de mes joueuses, dans le cœur de la majorité de mes joueuses, dans le corps là-dessus. Et par contre, j'ai un système très, qu'on appelle ça, très flexible. Si tu m'avais dit, je suis lassé, là, je suis en burn-out mental, là, j'ingurgite plus rien, je fais un rejet d'informations. Dans mon cœur, je suis frustré. J'ai pas eu, voilà, je suis frustré. J'attendais mieux de toutes les interventions de la journée. Je me bêtise. Et dans mon corps, je me sens fatigué, là, j'ai un voyage et compagnie.
On imagine ça au niveau de l'entraînement. Moi, si j'ai 3, 4 joueuses, 5 joueuses qui me disent ça me donne un baromètre de l'état présent de mon équipe individuellement. Donc, je vais questionner, bien sûr. Pourquoi t'es lassé? Pourquoi? D'accord, ok. Donc, je change tout. Je suis capable de déchirer. C'est un imprévu pour moi. Je déchire tout. On fait autre chose. Donc, plan B, je réagis à la situation. Si j'ai une joueuse sur les 12 qui me dit ça, ou 2 joueuses, c'est un cas isolé. Et là, je leur demande, je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire? Vaut mieux l'entraînement de moins que l'entraînement de trop. Donc, tu préfères rester là, regarder ce qui se passe en spectatrice, faire un travail individuel ou physique sur le côté en faible intensité, ou repartir dans ta chambre pour aller dormir, te reposer ou penser à autre chose. Et je leur laisse le choix avec l'assurance qu'il n'y aura pas de conséquences négatives à ce choix-là. Donc en fait, ça rejoint le management, ça rejoint la prise en compte de l'état présent, ça rejoint les autorisations, permissions que les joueuses ont, et ça rejoint le lien de confiance que moi, entraîneur, qui va aller dans la préparation mentale tous les jours avec les joueuses, à minima, en tout cas je vais l'effleurer, ça permet d'aller chercher leur environnement, de les questionner. J'ai une joueuse qui a perdu sa tante et son oncle en l'espace d'une semaine, avec qui elle était il y a 2 mois. Et la joueuse, le lendemain de cette annonce-là, je la vois, elle est triste, elle pleure. Et en fait, elle me dit, sa mère m'a téléphoné en me disant, ça lui a fait du bien de vous parler, elle a confiance en vous. C'est la première fois qu'elle parle à un entraîneur de sa vie. C'est-à-dire que c'est